Mangue. Ouais. Bon, là c'est plutôt pour faire la pub, donc c'est les deux qui sont ouverts, donc c'est les deux à utiliser. Mon produit déjà. Bah, franchement, il faut que tu goûtes. Il faut que tu goûtes. Ils sont vraiment bons. Il y a la mangue. Mangue et ça c'est menthe citron. Ah, j'hésite là, je sais pas te les goûter. Oh là là là, t'as pris lequel? Moi j'ai goûté les deux. Il y a les chocolats, c'est des fèves de cacao enrobées. Goûte. Oh, on dirait les. Goûte, maman, goûte. C'est Non, quelque arrête. chose. Oh là là. Goûte. Fèves de cacao enrobées. Ça existe aussi au gingembre. Tout est fait à la main, c'est artisanal, tout. Zola, j'espère que vous allez bien. Le grand retour de 14.8. Il y a un temps pour ne rien dire, il y a un temps pour tout dire, et il y a un temps pour parler. Aujourd'hui, nous sommes là, parlons-en, toujours avec moi, Maman Kiessé, et accompagnée de ma sœur Domé, Maman Keka, qui est architecte et chercheuse en sciences nommées de l'habitat. D'écoutons. Betwa bo Djambo Bapangi. Donc je vous dis tous, je vous salue. Je suis architecte et chercheuse en sciences d'hommes et de l'habitat. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu quel est notre paradigme identitaire architectural en compagnie de notre jolie Maman Kiessé. Voilà. Elle a bien dit jolie. Hein. Quel est le problème actuellement chez nous, les Ndobé, au niveau de l'architecture? Est-ce que c'est au niveau des constructions? Est-ce que c'est au niveau de l'influence? Essayez un peu de nous faire une espèce de débrief sur la problématique. Bah, y a un peu de tout en fait concernant les problématiques qui vont se poser dans l'architecture aujourd'hui, parce que on est influencé beaucoup déjà par la diaspora et par l'Occident. Donc la diaspora qui vient avec son design de l'Occident, construire directement chez nous au pays, que ce soit au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans les pays d'Afrique de l'Ouest un peu moins, où ils ont justement essayé de développer leur style architectural qui est pas mal, mais on a toujours quand même cette influence occidentale aujourd'hui dans le visuel du paysage architectural. Et c'est ça pour moi qui pose problème, parce que identitairement l'architecture ndombé, comme j'aime bien l'appeler, a toute une histoire. Donc aujourd'hui même l'architecture occidentale doit sa grandeur à l'architecture ndombé, d'où elle puise son essence. Voilà. Mais du coup, si elle puise son essence de l'architecture ndombé, le fait que les ndombé copient un peu sur l'occidental, c'est un peu comme une boucle, non? Est-ce que c'est vraiment péjoratif? Quelque part oui, parce que quand quand on a formé l'Occident à l'architecture, l'Occident a aussi mis sa signature, sa patte à l'intérieur. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'architecture occidentale, elle est faite pour les pays occidentaux. Donc déjà par exemple par rapport au design, à la conception et surtout par rapport aux matériaux. Parce que les matériaux aujourd'hui qu'on utilise dans l'architecture, il faut les adapter à tout type de climat et à tout type d'environnement. Donc les matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui en Occident ne sont pas forcément bénéfiques pour nous là-bas sur le continent ou bien même dans les Caraïbes, autres îles. Voilà. Mais on va aller dans la profondeur. Tu viens de dire que l'Occident a du coup récupéré sa formation en tant qu'architecte et a mis sa patte. Mais sa patte, est-ce qu'elle a vraiment une influence? Est-ce qu'il y a une connotation spirituelle? C'est quel genre de patte? Quel genre de signature? Déjà, pour bien expliquer la chose, pour se situer, quand on va parler d'architecture ndombé, on va plus parler de cosmo-architecture. Pourquoi? Parce que dans notre conception de l'architecture, on ne va pas seulement voir l'objet ou la bâtisse. Donc c'est-à-dire qu'on va aussi calculer et étudier la circulation de l'énergie
au sein du bâtiment, au sein de la maison, même là où on va placer certains bâtiments dans l'urbanisme de la ville qu'on va aménager, on ne va pas le faire de manière anodine. Donc il y a plusieurs codes comme ça qu'on reprend. Donc exemple tout bête, un rond-point. Ouais. Donc un rond-point, nous on voit un rond-point comme ça, aujourd'hui en Occident on dit que le rond-point ça permet peut-être de régulariser le trafic. Ouais. De régulariser Pour ceux qui ne savent pas, passez votre code. Le rond-point permet de régulariser le trafic. Ouais. Mais le rond-point c'est aussi une zone d'échange énergétique. Et justement qui n'est pas fait pour rien, et les ronds-points on les trouvait au Royaume Congo par exemple, au Royaume Congo. Où c'était un lieu d'échange. Donc même nous, quand on passe par un rond-point, on laisse une trace. Tout ça, donc c'est pour ça que je dis c'est très complexe. Je te coupe pas la parole, mais quand tu me parles de rond-point, désolé, hein, je fais un petit lien, je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais quand on danse, on aime bien danser en rond aussi. Bah oui, parce que justement, ça sort, ça rentre et énergétiquement, ce mouvement giratoire crée quelque chose. Et donc c'est pour ça que quand on est en voiture, donc Mutuka, donc c'est l'espace qui transporte le Muntu. Ouais. Donc, et qu'on tourne autour du rond-point, il se passe quelque chose spirituellement parlant et énergétiquement parlant. Donc c'est de ça que je suis venue parler aujourd'hui, parce que chez nous, on a oublié tout ça, on nous a dénaturés, et l'Occident s'est approprié tous ces codes-là, et aujourd'hui, nous, sur le continent, nos paysages sont tristes, nos paysages ruraux, nos paysages urbains sont tristes, parce que on ne les fait plus avec toute la connaissance spirituelle, énergétique et architecturale qu'on avait d'antan. Ah, maintenant c'est du tonga, des maisons en tôle, des trucs. Donc, voilà, parce qu'aujourd'hui en Occident on peut trouver où il y a certains coins où on ne peut pas faire de bâtiments grande hauteur, des coins qui sont juste prévus pour banda cassé, donc les maisons de bas étage, donc les maisons de plein pied ou les maisons de 2 étages maximum. Donc tout ça, on a perdu tout ça, donc ça veut dire que quand on arrive dans les centres-villes chez nous sur le continent, on n'a plus cette harmonie paysagère qui existait d'antan. C'est vrai. Donc on peut voir dans les illustrations qu'on fait, ceux qui sont venus nous visiter justement, ils nous ont trouvé dans certaines choses, ils les ont illustrées, donc on peut voir dans leur encyclopédie, dans leur musée, comment ils nous avaient représentés. Donc comment architecturalement on existe aussi, et on nous fait croire aujourd'hui qu'on a toujours vécu dans des cases. En forêt. Alors, faut qu'on en parle. Voilà, on a toujours vécu dans des cases en forêt. Je suis tombée Aya sur une vidéo. C'est complètement faux. Non, mais c'est n'importe quoi. Aya, je suis tombée sur une vidéo d'une personne d'un locoderme qui, je sais pas, entre 2-3 voyages en Tanzanie, s'est permis face à une maison qui était faite du coup, bon, pas forcément en argile, mais en terre. Je connais pas le matériau, donc je vais pas dire n'importe quoi. Mais voilà, l'architecte est là. Enfin, m'éclairer, pourquoi je m'inquiète? Donc, et critiquait cet habitat en disant, vous voyez, l'Afrique, elle est pauvre, et leurs maisons, elles sont faites dans ces matières-là et tout. Donc, on s'est compris, il y a ce truc de chez nous, à des maisons en béton, donc ici, pourquoi il n'y a pas de maison en béton Déjà, moi, ça me fait rire, ce truc de oui, ils font des maisons en terre, parce qu'aujourd'hui, la tendance en Occident aussi, c'est de faire des maisons en blocs de terre. Donc, ils développent justement une technologie autour de ça, mais c'est une technologie qui vient de chez nous. On a trop tendance à l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, le béton tel qu'il est, on l'utilise pas dans nos constructions chez nous. Pourquoi? Parce que le béton n'est pas isolant. Le béton ne garde pas la fraîcheur à l'intérieur. Le béton laisse passer la chaleur. Chez nous, il fait chaud, nous ne connaissons pas l'hiver. Voilà. Nous ne connaissons pas l'hiver. Donc, c'est-à-dire que chez nous, il fait chaud. Donc, quand on construit une maison en béton, on construit un four. Donc, par rapport à quand on construit une maison en briques de terre, donc en briques de terre ou en argile, bon en général c'est la même, parce que la terre avec laquelle on fait les briques est argileuse. Je n'avais pas tort. Voilà, est argileuse. Mais le caractéristique justement de l'argile, c'est de pouvoir conserver la fraîcheur. Donc c'est-à-dire que chez nous,
pour des températures qui peuvent aller jusqu'à 40 voire 45 degrés dans certains endroits, une maison en argile ne nécessite pas une installation climatique parce que on va toujours être dans un endroit frais. Même on va utiliser la pierre. La pierre, pourquoi? Parce que la pierre va toujours conserver la fraîcheur à l'intérieur. Et le béton est un matériau très néfaste parce que déjà il contient aussi certains agents chimiques qui ne sont pas bons. Il ne faut pas oublier que le béton c'est gris. Le gris c'est austère, ça renvoie un peu à la prison. Il y a les couleurs enfermées. Tout bêtement, pour vous dire à quel point le béton est néfaste. Quand on a un mur en béton, ça empêche même les ondes de notre box Wi-Fi de passer. Voilà. Dans ma chambre, voilà. je ne capte pas. Voilà, ça empêche, ça empêche les ondes de passer. Donc ça veut dire que ça empêche aussi notre corps de communiquer avec le monde extérieur. Ça restreint. Voilà, ça restreint. Et ça empêche aussi notre esprit d'être libre. Parce que du coup, quand on vit comme ça dans des appartements en béton, on vit dans une prison. Parce que notre esprit reste emprisonné. On a du mal à s'échapper de tout ça. Justement. Et plus on va avoir des couches de béton, et plus on va être enfermé à l'intérieur. Donc c'est aussi le but de ça. Le concept des immeubles. Voilà, exactement. Empilé, parce que fait, chez nous, les immeubles n'existaient pas. On avait les maisons de plein pied, voilà, de plein pied, donc banda cassé. Parce que déjà, ça ne casse pas le paysage. Tu peux avoir un aperçu. Et surtout... On n'a pas ce challenge de oui, on veut construire le bâtiment le plus haut. On n'a pas ces objectifs-là chez nous. Chez nous, l'objectif de l'architecture, c'est se sentir bien et c'est surtout que l'esprit puisse être bien à l'intérieur. Donc, en termes d'architecture, quand on va faire une conception, un plan, comme ici en Occident, on étudie les zonings. Donc, le zoning, c'est comment on va circuler à l'intérieur de la maison. Où est-ce qu'on va mettre, je sais pas, la chambre, la cuisine, les pièces à vivre, les pièces conviviales, tout ça, et ben nous on va l'étudier parce que énergétiquement on ne place pas telle pièce ou telle pièce n'importe où et on ne circule pas n'importe comment dans la maison. Donc tout ça est étudié. Et je voulais revenir justement sur le point où j'étais en train de dire que on nous a enfermés dans un truc où on nous a fait croire à nous, Ndombé, que notre architecture c'était les cases. Mais les cases, c'est l'architecture de secours. C'était l'architecture de secours. C'est-à-dire qu'on a connu les invasions, les guerres, donc on a détruit nos villes. C'est le film Kirikou de Michel Oslo aussi qui a influencé nos enfants, c'est qui ont créé en fait cette perception, et puis les documentaires sur Arte. Oui, parce que dans certains villages, on va vivre comme ça. On va vivre comme ça parce qu'on a gardé cette idéologie de l'architecture d'urgence pour en faire une architecture constante. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour en faire de l'architecture constante parce que aussi, dans notre colonisation, on ne nous a pas laissé continuer ce qu'on avait commencé. Tu vois. Donc, comme on a été envahi, donc que ce soit par tous les différents peuples qui sont venus nous envahir, on a dû justement, parce que nos maisons avaient été détruites, des fois sortir des villes et aller soit dans la forêt, voire en bordure de forêt. Donc avec les matériaux qu'on a trouvés sur place, on a construit parce qu'il fallait se loger. Donc c'est de là qu'est arrivé justement les cases. Donc on a tendance à croire que la case c'est l'ancêtre de la maison. Non, la maison en dur, en pierre, existait déjà parce que quand on voit même à Ngipiti comment sont faites les pyramides, c'est là qu'on comprend que cette science elle est ancrée chez nous depuis bien longtemps. Exactement. Parce que ça a des millénaires. Et jusqu'aujourd'hui, l'Occident, même nous, même Ndombé, n'arrivons pas à percer le mystère de la construction des pyramides. Exactement. Voilà. Donc dans Tongi Piti, c'était construit comme ça. Donc ça veut dire que même les maisons, hormis les temples et les tombeaux, comme on peut les appeler, même les maisons dans lesquelles nous, en tant qu'individus, nous vivions, étaient construites en dur. Ah, même les tombeaux étaient classe. Hein. Oui, et tout était construit en dur. Et bien au contraire, justement, on peut le voir à travers l'histoire telle qu'elle nous est narrée par certains occidentaux,
qu'on a eu les Maures qui sont venus en Espagne, donc vers le Portugal et l'Espagne, et qu'ils ont justement appris l'architecture aux Espagnols et aux Portugais. Donc, et l'urbanisme, parce que l'urbanisme fait partie de l'architecture. Exactement. Donc, comment on fait les villes, comment tracer les grands axes, les caniveaux, les bâtiments, tout ça justement vient de la science Ndombe. Aujourd'hui, par exemple en France, on va parler du baron d'Haussmann qui nous a fait l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile, mais ça justement, c'est la cosmo-architecture Ndombe, parce que énergétiquement, ces places-là sont très très fortes. Et on ne trouve plus ce genre de place chez nous, parce que justement, c'est tellement fort, et il y a tellement de symboles à travers ça, que si on nous laisse faire, c'est fini. C'est gâté. Voilà, c'est fini. C'est gâté. C'est gâté. Mais fini. j'avais une question par rapport à... tout le monde connaît ici l'architecture gothique. Est-ce que son ancêtre aussi est chez nous, les noms? Mais ou bien sommes-nous les ancêtres de l'architecture gothique ou tu fais bien d'en parler parce que justement il y a l'architecture gothique qu'on confond très souvent avec l'architecture romane. Romane parce que du coup ça tend aussi vers ça. Dans l'architecture gothique, c'est une architecture qui est très médiévale. Ouais. C'est une architecture qui est très médiévale parce qu'elle s'est développée justement au Moyen-Âge. Oui. Au Moyen-Âge, c'est à partir de. C'est là où on trouve justement les premiers gargouilles. Là, les cours de 4e, le collège, il faut se rappeler là. Les machicoulis, c'est là où on trouve tout ça justement. C'est les prémices de l'architecture occidentale justement qui se sont réappropriées les codes architecturaux qu'on leur a ramenés. Et comme on leur a appris la cosmo-architecture, ils ont développé leur propre cosmo-architecture. Parce que justement, l'architecture gothique, on ne la trouvait pas forcément dans le bâtiment tel quel où toi tu pouvais habiter. Donc c'était plutôt dans les bâtiments qu'ils avaient un rôle religieux, spirituel. Voilà. Pourquoi? Parce que les symboles qu'on va apporter à cette bâtisse vont permettre, de protéger le bâtiment, et de deux, d'attirer les entités et de nourrir les égrégores qui ont été créés justement pour veiller sur ce genre de bâtisse. Donc on a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Et donc en architecture, on va nous apprendre aujourd'hui que oui, c'est l'architecture gothique. On l'a pas appris au collège. Hein. Non, ça on va pas nous l'apprendre. Aussi au collège. Hein. Franchement, je suis déçue là. Non, ça on va pas nous l'apprendre. Je croise ma prof d'histoire, je lui dis madame. En cours d'histoire de l'art et de l'architecture, même en école d'archi, c'est pas forcément des choses qu'on va apprendre. Ouais. On va nous apprendre à quoi servait, comment c'est arrivé, mais énergétiquement parlant et spirituellement parlant, on va pas nous apprendre pourquoi à un moment donné on a l'architecture gothique, pourquoi on a l'architecture romane, pourquoi il y a la Renaissance. Donc, il y a tellement de choses à dire sur l'architecture aujourd'hui, parce que l'architecture c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ressent. Et parce qu'on a souvent tendance à voir la maison comme juste un endroit où le corps s'abrite, mais c'est aussi un endroit où l'esprit s'abrite. Exactement. Voilà. Exactement. Donc c'est très très important en sachant ça, d'aussi étudier la place pour que l'esprit soit à son aise. Parce que moi j'ai vraiment l'impression que, et je pense pas que j'ai l'impression, je pense que c'est la réalité, actuellement tout le monde est influencé par ce qu'il y a à la télé. Donc si la mode ou la tendance est d'avoir une super grande maison avec 3 étages, etc., personne ne va se soucier de la connotation, de l'importance même de l'architecture, de la construction de la maison, de l'agencement des pièces, des meubles et tout. Personne ne va s'occuper de ça. Donc peut-être mettre 2-3 plantes histoire de faire les gens un peu hippie bohème, mais sinon personne ne s'intéresse à la façon dont j'ai mis ma cuisine, peut-être que ça va impacter sur ma façon de préparer. Enfin, j'extrapole bien évidemment, mais personne ne pense à ça. Et en fait, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui, parce que j'ai discuté avec beaucoup de jeunes, qui me disent, ouais, mais au Congo, j'ai pris le Congo au hasard, j'aurais pu prendre n'importe quel pays, hein. Je n'ai rien contre le Congo, je suis congolaise. Je suis Congo, pas congolaise. Mais, donc, le gars me dit quoi, mais il n'y a pas de route. Et je dis, il n'y a pas de route, comment? Ouais, mais en macadam, tu vois, en béton, des routes en béton. Et qu'est-ce que tu as à répondre aux genre de personnes qui pensent qu'il faut mettre des routes vraiment en béton, comme ici
en France sur toutes les routes d'Afrique pour la circulation. Donc, à titre informatif, hein, parce que parfois on confond, les routes ne sont pas en béton mais en goudron. En goudron, pardon, Voilà. l'architecte. Les routes ne sont pas en béton mais en goudron. Alors, pourquoi moi je ne vais pas faire la promotion du goudron? Parce qu'on peut le voir ici sur les routes en Occident, quand il fait très très chaud, le goudron fond. Le goudron fond. C'est pour ça justement que sur les routes, on va avoir des creux, on va avoir des fois des fissures, parce que quand il fait très très chaud, le goudron a tendance à fondre, et vu que les voitures vont passer dessus, on va avoir des malformations justement du goudron, on va avoir des parties en relief, tandis que on est censé n'avoir aucun relief. On est censé rouler sur du droit, mais là aujourd'hui on va trouver des crevasses, des petites imperfections sur la route. Pourquoi? Parce que il y a l'inertie à l'intérieur du goudron qui fait que c'est toujours en mouvement. Ouais. C'est toujours en mouvement, c'est pas une matière qui est fixe. Elle est fixe quand on est ici en hiver. Ouais. Elle ne bouge pas parce qu'il fait chaud, mais et en plus de ça, parce qu'il fait froid, mais quand il fait chaud, le goudron fond, et quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le goudron. En hiver, cette eau gèle, donc gèle, donc du coup ça va resserrer le goudron ne va pas bouger. Mais chez nous, il n'y a pas d'hiver. Ah, il y a des bosses partout dans les Nzela. Voilà, chez nous il n'y a pas d'hiver, donc quand on construit chez nous ouais. une route avec du goudron, au bout de 1 an et demi, 2 ans, il y a déjà des crevasses, tout ça, parce que toute l'année chez nous c'est comme ça. Il n'y a pas de froid voilà, le seul froid qu'on connaît c'est pendant la saison sèche, et pendant la saison sèche, c'est chez nous, il fait 25 degrés. T'as réussi à le dire, hein. La saison sèche chez nous. Non, bravo, non, je me suis concentrée. Non mais voilà, donc pendant la saison sèche chez nous, il fait 25, des fois 28 degrés. Mais les températures les plus basses peuvent aller à 23-24 degrés quoi. Donc voilà, ça a changé. 20 ça dépend. 20 aujourd'hui au centre-ville, t'as pas 20 degrés parce qu'il n'y a plus de végétation dans le centre-ville. Ouais, c'est vrai. Il n'y a plus de végétation. Ça n'existe pas. Parce que par exemple, je prends l'exemple du Congo, hein, étant originaire du Congo, dans certains coins de Kinshasa, quand on remonte, on va trouver plus de végétation, il va faire plus frais. Et on va même dire là-bas qu'il fait froid. C'est vrai. On va dire de là-bas, je sais pas si tu un peu à Upen. Voilà, vers Upen. Voilà, Cité Verte, Mangafula. Voilà, on va te dire, ah mais vers là-bas il fait froid. Pourquoi? Parce que là-bas on trouve encore de la végétation. Oui. Et justement, cette végétation fait respirer cet endroit. Et c'est ce qui apporte la fraîcheur. Et au centre-ville aujourd'hui à Kinshasa, quand on va vers Gombe, on va vers Limete, il n'y a plus de végétation. Il n'y a plus de végétation, on va vers Barumbu. Voilà, quand tu vas vers Barumbu, il n'y a plus de végétation. Donc du coup, l'air n'est pas drainé, n'est pas nettoyé, donc ça laisse même la place à la pollution de s'installer, à la saleté, et du coup, et même à la concentration de chaleur, parce que c'est banzété, c'est les arbres, c'est tout ça qui fait qu'il y ait du vent et qu'on puisse avoir de l'air frais. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que tu en as vers Upen, mais que tu n'en as pas à Gombe. Tu vois, c'est pour ça qu'à Upen on va dire qu'il fait froid, mais qu'à Gombe il fait très chaud. C'est parce qu'il n'y a plus de végétation. Aujourd'hui, architecturalement parlant, dans le centre-ville de beaucoup de nos villes à Kassiopa, il n'y a plus de végétation, il fait extrêmement chaud et la pollution s'est installée. L'air que tu respires à Gombe et l'air que tu respires à Upen n'est pas le même. Le but, le mieux du coup, pour nous tous, vous et moi, ce serait de s'instruire et d'apprendre, de réapprendre, parce que c'est une connaissance qu'on avait et qui a été perdue, et vu que nos aïeux l'avaient, j'ose dire que c'est dans nos veines, donc qu'il faut se reconnecter à ce savoir. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, tu vois, en Occident, quand ils construisent, dans toutes les nouvelles résidences, parce que là, on est sur du nouveau, hein, ça construit partout, hein, dans toutes les grandes agglomérations, tu as toujours 20 à 30% de la surface qu'on doit aménager en espace vert. C'est obligatoire. Ça fait partie du COS.
C'est obligatoire. Justement, et chez nous, pourquoi ils ont réimplanté ça? Parce que justement, ils se sont rendus compte de l'utilité de la végétation dans les centres-villes. Aujourd'hui, on te fait de la publicité partout. Oui, les espaces verts, oui, Paris, on replante des arbres, on fait ceci, on fait cela. Parce que c'est nécessaire. Et ça vient de chez nous, parce que chez nous, on avait cette habitude-là. Mais comme on copie l'Occident toujours dans les mauvaises choses, tu peux avoir une maison dans plein centre-ville, je sais pas, tu peux habiter par exemple à Kinshasa, là-bas à Wiri, ou à Ngombe, tu as une grande parcelle, mais tu n'as pas d'arbre. Tu n'as pas d'arbre. Attends ma petite, oui, tu n'as pas d'arbre, tu n'as pas d'herbe, tu n'as rien. Comment tu veux que ta maison respire? Ta maison ne respire pas. Spirituellement, ta maison, elle est emprisonnée. Parce que justement, c'est à travers la nature aussi qu'on est libre. Exactement. C'est à travers la nature qu'on a cette liberté. Ça, on a appris en SVT. Hein. Voilà, vous voyez le cours de 6e. Non mais sincèrement, donc des personnes comme toi, comme moi, tous les Ndomé devraient s'informer, mais comment? Parce qu'il faut savoir aussi, si je fais ma maison en carré, pourquoi je la ferai en carré? Si je veux faire une architecture en triangle, pourquoi je la ferai en triangle? En fait, toutes ces petites notions de règles de géométrie et tout, ben, en fait, on n'a plus. Donc, on ne sait plus en fait sur quel pied danser, on ne sait plus où mettre les pieds. Je ne vais pas révéler tous mes petits tips. Oh, bien évidemment. Je ne vais pas révéler tous mes petits tips, mais on a ce qu'on appelle chez nous la géométrie sacrée. Voilà, pour ceux qui connaissent, on a la géométrie sacrée. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, donc là ce sera plus pour les personnes qui, si elles veulent en savoir plus, hein, vous savez qui contacter. Mais on a la géométrie sacrée, et justement la géométrie sacrée, c'est aussi quelque chose qu'on utilise, en tout cas que moi j'utilise dans la conception de ce que je fais, parce qu'aujourd'hui les architectes à Cassiopa sont formés comme on peut former certains architectes en Occident. Mais faut pas oublier qu'en Occident, on va nous former en nous donnant certaines informations qu'on ne va pas donner aux architectes qui sont au pays. Exactement. Bon, je pense qu'on a vraiment fait le tour de fond en comble, de long en large de la situation. Je pense que... Oh, Azanamato et Poyoka, Ayoka, à bon entendeur, salut. Toi qui voulais faire ta maison en spirale, va d'abord voir la géométrie pour voir ce que ça veut dire. Donc... Voilà, et puis il ne faut pas hésiter parce que, par exemple, en tant qu'architecte, j'ai ouvert mon cabinet au Congo. Donc pour le moment, donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc j'ai commencé d'abord par le Congo, je commence par le Congo, mais le but c'est vraiment de pouvoir s'étendre et de former aussi les architectes à la cosmo-architecture et pas seulement à l'architecture, parce que c'est très très important. La libération commence par chez soi. Exactement. Donc déjà si chez soi on est libre, en sortant dehors on peut libérer tout le monde et on va se sentir libre. Réimplanter nos codes, nos symboles dans notre architecture, donc se réapproprier l'architecture, parce qu'aujourd'hui la maison californienne elle est très jolie, le concept est très joli, mais c'est pas identitairement parlant, ça ne nous correspond pas. Je dis pas qu'on doit retourner dans les temps anciens, ancestraux, et ne les gens comprennent ça comme ça. Voilà, non. Ce que je dis, c'est qu'il faut reprendre ces codes. Parce que moi je suis Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que nous devions prendre ce qui était bon dans les temps modernes, les matcher avec nos connaissances ancestrales. Donc ce que je dis et ce que je prône, c'est de prendre les connaissances de la cosmo-architecture, donc Congo, pas congolaise, mais Congo, et de la moderniser pour qu'on puisse justement avoir une nouvelle architecture. Donc ça veut dire que c'est des nouveaux matériaux, c'est des nouvelles conceptions et c'est des nouvelles géométries que je mets à la disposition de tous. Et pour accentuer, du coup, pour lui donner un point, lui donner un bonus et un argument sur l'impact de l'architecture émotionnellement parlant, ou sur nous, sur nos corps, sur nos énergies ou autres, généralement, il y a des personnes qui sont atteintes de claustrophobie et qui ne supportent pas les espaces clos. Donc si l'architecture ou les agencements de pièces n'avaient vraiment aucun, parce que je parle aux esprits sceptiques, hein, il y a des gens sceptiques ici, là, je vous vois déjà. Si vraiment l'architecture n'avait aucune influence, vraiment rien sur nous, on serait moins ébloui face à de grandes pièces. Mais pourquoi justement on rêve toujours de grandeur? Voilà. Pourquoi on rêve toujours de grandeur et d'espace? C'est parce qu'on se sent cloîtré, justement, on se sent cloîtré. Et chez nous, on a l'espace
l'espace, on a de la place quand on prend Kinshasa, la France rentre dans Kinshasa. Et c'est Enfin, compliqué, c'est très compliqué. il y a une partie de Kinshasa qui rentre dans la France, quoi. Enfin, voilà, c'est juste une ville. La France, c'est un pays. Donc, c'est-à-dire que nous avons de l'espace aujourd'hui. Tu pars au Congo, tu pars à Kinshasa. À Kinshasa, tu as un quart de Kinshasa qui est urbanisé. Parce que quand tu remontes vers Kinkole, ça commence. Tu remontes vers Nsele, ça commence. Mais quand tu vas vers Maluku, à Maluku, tu as des endroits où il n'y a même pas d'électricité. Quand tu vas du côté de Maluku, Maluku n'est pas encore urbanisé. Tu vois. Et pourtant, Maluku, c'est Kinshasa. Exactement. Maluku, c'est Kinshasa. Et c'est vaste. C'est vaste. Donc, juste Kinshasa. Si on prenait le temps d'urbaniser tout Kinshasa, on a tellement de place. Donc, on a des espaces. Exactement. En voiture, voilà. C'est dommage, hein, c'est comme si on enfermait dans des petites cases de grands esprits, donc c'est très frustrant. C'est très frustrant. Voilà, je vais pas tout développer parce que j'ai pas envie de donner tous mes tips, mais il y a tellement de choses dans l'architecture, même dans la manière de construire, dans tout ça, oui, d'agencer. Puis même, il y a des choses à faire même quand on trouve un endroit pour construire. Aujourd'hui, les terrains, on les achète, mais il faut savoir que dans le temps, les terrains, on les achetait pas. Oui. Il faut savoir que les terrains, on n'achetait pas les terrains. Donc ça aussi, ça fait partie de l'architecture. Le développement des énergies aussi, ça fait partie de l'architecture. Comment tu alimentes ta maison en électricité et en eau, ça fait partie de l'architecture. C'est l'ingénierie, c'est de la cosmo-architecture. Mais j'ai une question, une toute dernière question. Bon, peut-être avant-dernière, parce qu'on est bavarde. Mais au niveau des couleurs, une personne qui peint, quelle est la différence entre une personne qui peint sa maison en rouge, qui peint son salon en rouge, et une personne qui peint son salon en gris? Alors, bonne question. Là, on arrive à la colorimétrie et à la charte graphique, comme moi j'aime bien appeler les choses. Il faut savoir que dans la colorimétrie, il y a des codes. Ça veut dire que le rouge va signifier quelque chose. Je ne vais pas trop partir. Même ça, tu nous dis pas. Non. Juste, pourquoi certains vont dire que non, c'est pas bon, il faut partager le savoir, mais je vais pas le partager moi personnellement sur internet. Je préfère avoir les personnes directement. Et justement, c'est pour ça que je parle. Mais oui, c'est pour ça que je parle de former les architectes, parce qu'on va les former à huis clos. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que si on veut se réapproprier l'architecture, on peut pas tout distribuer comme ça. Comme ça. Non, on peut pas. On peut pas. Voilà, donc pour en revenir aux couleurs, donc chaque couleur a des significations. Il y a des couleurs qu'on va trouver dans les pièces intimes, comme j'aime les appeler, donc c'est les pièces où on va dormir. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas trouver à l'intérieur. Tu vois, par exemple. Est-ce que les violets on peut trouver? Non, parce que comme ça je me sens tout de suite là. Parce que... non, mais si je suis dans le bon, dans le mauvais, faut me dire là. Non, le violet, ça va, mais par exemple, dans ta chambre, tu vas pas peindre les murs en rouge. Si tu peins les murs en rouge, tu vas très mal dormir. Erreur de jeunesse. Non, mais tu vas très mal dormir. Si tu peins les murs de ta chambre en rouge, tu vas très mal dormir. J'étais insomniaque. Hein. Bon, ouais. Non, mais c'est réel. Non, mais parce que global, chaque couleur, en gros, a un code et renvoie à certaines entités aussi. Ah, mais j'ai tout fait. J'ai dans ma douche en rouge, ma chambre en rouge. Voilà, donc c'est pour ça que même dans la colorimétrie, et ça fait partie de la cosmo-architecture, tu vois. Même un truc tout bête, pour ceux qui sont intéressés après plus tard, je partagerai le catalogue. On va voir que sur les conceptions que je fais, il y a certains dessins de façade. C'est des dessins que j'ai appris à dessiner avec les femmes du village. Parce que c'était les femmes qui faisaient ces dessins-là. Et ces dessins-là, en fait, quand on venait devant la case et qu'on voyait ce dessin, c'était identitaire. Tu savais qui habitait dans cette case. Tu vois, à travers le dessin. Tu savais si c'était un monga, là, le médecin. Tu savais si c'était un guerrier. Si c'était une bigoudi, tu vois. Si c'était un scientiste. Donc, à travers les dessins qu'on mettait sur les façades, déjà, ça nous donnait
une réponse sur l'identité de la personne qui habite. Ah, faut me faire une dans cette case. Un dessin de princesse maintenant pour ma maison. Et puis même non, identité, ça pouvait être un signe de la lignée aussi. Ouais. Dire que bah voilà, dans ta lignée, Ah ouais. c'est tel symbole qu'on utilise. Ouais. Et c'est un symbole qu'on va venir remettre sur ta façade Ouais. en dessin. Il y avait aussi, comment on appelle ça, ça servait aussi de protection. Ouais. Ça veut dire qu'à travers les dessins que tu vas mettre sur les façades de ta maison, ça va protéger énergétiquement ta maison. Je coupe pas la parole. Pour ceux qui sont adeptes de films d'horreur, je regarde pas, hein, je parle pas de moi du coup. Mais pour ceux qui sont adeptes de films d'horreur ou de films qui parlent un peu de spiritualité, où il y a des exorcismes et toutes les foutaises, généralement, des fois on peut retrouver des symboles, des espèces de cercles chromatiques ou des cercles avec des schémas, des dessins. On dit mais qu'est-ce qu'il y a? C'est du latin, c'est du grec, qu'est-ce qu'il y a? Et dans le film, la personne dit ouais, donc ce champ magnétique, en gros il bloque le portail magique et blablabla. En gros c'était des signes qui servaient de portail en fait. Et quand tu appuies sur le signe dans le film, tu as une porte qui apparaît. Pour ceux qui ont regardé Amityville, la maison d'Amityville, elle est construite quoi? On dit elle est construite sur un ancien cimetière indien. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je dis que chez nous avant les terrains, on ne les achetait pas. Oui. Parce que tu ne pouvais pas construire partout. Ouais. Tu devais d'abord demander à l'esprit de la terre. Exactement. Si là où tu veux construire, tu as le droit. Il faut lui demander, tu dois demander l'avis. C'est pour ça que des fois, parfois, tu achètes un terrain quelque part, surtout pour nous, les diasporans, hein, on achète un terrain quelque part chez nous au pays, on a toujours du mal à construire, il y a toujours des problèmes, tu envoies l'argent, il y a un souci, voilà, où tu as commencé à construire, ça s'est écroulé et tout. Sur quelle entité? Arrêtez d'accuser les sorciers de votre famille. Voilà. Votre famille n'a rien fait. Voilà, tu sais pas le sol sur lequel tu as construit, il appartenait à qui? Tu vois, des fois tu achètes un terrain que quelqu'un t'a vendu, tu sais pas qui est-ce qui a habité d'abord sur ton terrain. Ça se trouve que c'est un terrain qui a été transmis de génération en génération. Exactement. Et la dernière génération, dans sa fourberie, a décidé de vendre le terrain. Tu viens, tu ne fais pas de nettoyage. Parce que la problématique du coup de la maison hantée. Voilà, ça fait partie de l'architecture. Donc tout ça, en tout cas dans l'architecture que moi je fais et que je produis, je le prends en compte. Ouais. Parce que l'architecture, c'est pas seulement faire un dessin, construire. Non, il faut aussi étudier les paramètres spirituels et énergétiques qu'on trouve à l'endroit. Super. Franchement, elle a tout dit. Même ce que je pensais pas qu'elle allait dire, elle a dit. Même si elle faisait un peu la pudique les couleurs, elle n'a pas répondu. Hein. Donc si toi tu as rouge chez toi, faut effacer. Voilà, si tu as violet, on ne sait pas où. Mais si tu veux une formation complète, vous pourrez directement avoir recours à une architecte d'enfer. Du coup. Non mais c'est pour ça que je dis que c'est pas que l'architecture, mais je dis chercheuse en sciences domaine de l'habitat, parce que c'est une science. Exactement. Et que je passe mon temps à chercher, à expérimenter justement pour sortir le meilleur. Et encore là, c'est que le début. Parce qu'il y a des matériaux que je ne connais pas encore, des matériaux que je découvre et que je vais découvrir et que je vais incorporer. Mais la connaissance, on apprend tout de suite. Oui, tout ça. Donc, et c'est passionnant. Je trouve ça dommage que les architectes nommés, donc les architectes de Cassiopa, ne soient pas formés à ça. Ouais. Parce que si on avait des architectes qui étaient formés là-dedans, on retrouverait déjà un certain pourcentage de notre puissance. Un taux de vibration un peu. Voilà. Franchement, merci beaucoup pour cette interview. Franchement, tu nous as éclairci, tu nous as éclairé la lumière et donc là, elle est en train à continuer à moi fréquence. J'espère que vous avez suivi. 14.8. Une dernière question, et cette fois-ci, on va changer complètement de sujet. D'accord, voilà, donc on te sort un peu de ta zone de confort, là, madame. Là, on parle plus de murs, on parle plus de couleurs, on va parler de la fumolimato. Ah, fumolé, parce que là, on va mettre le doigt. On va mettre le doigt sur le sujet du jour, du moment. Que penses-tu, et je te laisse sur ça, en quelques lignes, de l'efféminisation de l'homme noir? Voilà, sur une échelle vraiment mondiale, planétaire. Voilà, donc il était que seulement en abandon, mais non, planétaire, voilà. Alors, je trouve que c'est une question qui est assez complexe. Parce que, comment expliquer dans l'efféminisation de l'homme noir, pour moi, il y a la destruction du schéma familial ndomé. Ça veut dire que, à travers l'efféminisation de l'homme noir, on détruit la famille.
la famille Ndombé. Parce que du coup, l'homme ne tient plus son rôle. Parce que qui dit efféminisation de l'homme noir, il y a masculinisation de la femme noire qu'on va faire passer pour la femme indépendante qui n'a besoin de personne. Donc déjà, l'homme noir, on les féminise, il ne tient plus son rôle, on masculinise la femme noire qui monte un peu sur ses grands chevaux. L'homme n'a plus sa place, l'homme délaisse complètement son foyer, le foyer est détruit, il n'a plus cette image justement de responsable et de chef de famille que nous on a chez nous les Ndombé, tu vois, parce que en tout cas moi je sais que quand j'étais plus jeune, mon père quand il parle, il n'y a plus personne qui parle. Il n'y a plus personne qui parle. Mais aujourd'hui, avec l'efféminisation de l'homme noir, il n'y a plus de ça. Non, c'est un basilic. Non, il n'y a plus de ça. Mais c'est dommage. Après, je sais que par exemple, tu vois, toi et moi, on n'est pas exactement de la même génération. Mais aujourd'hui, par exemple, je vois beaucoup de jeunes filles qui veulent avoir des hommes à qui elles peuvent leur mettre du vernis, tu vois, à qui elles peuvent faire les ongles, à qui elles peuvent faire des make-up pour tester, tu vois, à qui elles peuvent poser des perruques. En le voyant avec tes yeux comme ça. Rigoler, oui, non, mais en le voyant avec tes yeux comme ça, toi tu dis, oh, c'est pour rigoler, je suis en train d'expérimenter. Mais il faut pas oublier que tout est spirituel. Donc ça veut dire que déjà, quand tu poses une perruque de cheveux de je ne sais qui sur la tête de ton mari, avec ton copain, tu lui transmets des esprits. Déjà, la plupart du temps, c'est des esprits féminins parce que les cheveux, déjà, qui sont destinés au temple, c'est des femmes qui les ont enlevés au temple. L'entité, déjà, vient réclamer ses cheveux parce que toi, tu les as interceptés. Au lieu de les laisser au temple, tu les as interceptés. Les adeptes de perruques. Mais oui, toi, tu viens, tu poses ça sur la tête de ton chéri. Tu sais pas qu'est-ce que tu appelles chez lui. Tu vois. Derrière le maquillage aussi, il y a des codes. Donc déjà, rien que sur nous, quand on est là, on se maquille, on met des choses sur nous sans le savoir. Même moi-même, je me maquille, je mets des choses sur moi, sans même savoir parfois qu'est-ce que je mets. Tu vas aussi maquiller ton homme. Il y a des mecs qui eux-mêmes, d'eux-mêmes, se déguisent. Voilà, aujourd'hui, on nous dit que oui, non, le maquillage, c'est pas mauvais. Je vois par exemple la pochette de Fali qui est passée, il a du vernis, c'est ça, l'efféminisation de l'homme noir. C'est ça, l'efféminisation de l'homme noir. D'ailleurs, la pochette là... Tu vois, c'est vraiment on retire à l'homme noir son rôle de pilier central familial. On le voit dans le nouveau film de Woman King, déjà rien qu'au titre. Merci pour ton intervention. Franchement, Minga Kolobezate a localisé l'essentiel. Donc, il y a beaucoup de choses, juste pour défendre ma génération ma génération folklorique. Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites de moi, ma génération, ou voilà, de personnes, parce que c'est l'effet de mode, parce que c'est drôle, parce que ceci. Et il y a peu de choses, il y a peu de personnes qui réalisent ou qui font des choses de manière consciente. En fait, personne n'est conscient. Tout le monde fait parce que mais c'est cool, parce que c'est un challenge, mais parce que c'est ci, parce que c'est ça, mais personne ne réfléchit à... Au fur et à mesure qu'on avance dans les générations, on est programmé pour être inconscient. En fait, ils sont super programmés et super inconscients. Parce que si tu vois, regarde les enfants qui sont nés là, tu les vois petits, ils ont 4 ans, ils sont... On dit qu'ils sont inconscients, mais en même temps, ils sont super éveillés. Exactement. Tu vois, ça veut dire qu'ils sont... Pardon du langage, mais je trouve pas d'autres mots, ils sont trop de spies. Ils sont trop de spies. Des fois, t'es là, tu vois l'enfant te sort un truc, il est haut comme 3 pommes. Exactement. Et sur les réseaux sociaux, il y a des mamans qui font quoi je critique pas, moi-même, la botinamité, je critique pas. Mais il y a des mamans qui, par exemple, leur enfant va se réveiller, ou même dehors, la Mzela va dire maman, non, ne prends pas le volant. Genre, non. Et l'enfant va piquer une crise, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va piquer une crise des mamans. Aussi, tout ce que j'ai à dire là-dedans, c'est qu'on est dans l'ère du Verseau, que les enfants aujourd'hui, des indigos, il y en a plein. Les enfants. Voilà, et que justement, les grands de ce monde ayant conscience de ça, programme ces enfants pour qui naissent avec cet éveil, qui tu vois, Bazan qui naissent avec cet éveil, on les programme pour qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça s'éteigne. Exactement. Voilà. Exactement. Franchement, Bingo Louisate, merci beaucoup. Vraiment, on a vraiment parlé. Quand on disait parlons-en au début, on rigolait pas. Il y a un temps pour ne rien dire, un temps pour tout dire, un temps pour parler. Là, on a vraiment bien discuté.
On est allé au fond du sujet. On a même fait notre petite question bonus. Merci à toi. À la prochaine. Ça a été un plaisir. À la prochaine sur la chaîne 14.8. Bye. 14.8